Bonjour, merci d'être là pour la deuxième journée de notre quatrième congrès annuel. On en fait une tradition, là, fait qu'on est content de vous accueillir. Hier, vous étiez jusqu'à 80-85 personnes en personne à l'ancienne DRXP et jusqu'à 60 personnes en ligne. Donc, on va voir aujourd'hui si on attire autant de monde dans les locaux de l'Université de Montréal. Tranquillement, les gens vont se mettre en ligne et tout ça. Je tiens à remercier Patricia et son équipe, Nolwenn, Lara, ainsi que tous les, puis Christine et puis les étudiants, tous ceux qui ont mis l'épaule à la roue pour nous concocter cet événement. Je pense qu'on en fera le post-mortem éventuellement, mais pour tout de suite, je pense que la qualité des discussions qu'on a eues hier, on va essayer d'être à la hauteur aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est mon grand plaisir de vous présenter professeur Carl Hardy-Dubois, qui est professeur titulaire au département de gestion et évaluation des politiques de santé, qui est un des diplômés de notre école et qui est maintenant le doyen de l'École de santé publique. C'est aussi le président du conseil de direction du CRES, donc c'est celui qui en fait, nous dirige tous. Donc, Carl Hardy, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci, Lise. Bonjour tout le monde, chers collègues, chers étudiants. Donc, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce matin. Ce quatrième congrès est placé sous le signe des crises multiples qui frappent nos sociétés. Pour la circonstance, je voudrais articuler mon propos, organiser mon propos en trois messages que je veux vous adresser. Le premier message, c'est que ces crises ne sont pas isolées l'une de l'autre. Au-delà de leur singularité, au-delà de leur dynamique propre, ces crises sont interreliées, ces crises partagent une trame commune, en ce sens qu'elles sont inscrites dans des processus économiques, des processus politiques et sociaux qui s'expriment à des échelles diverses, individuelles et familiales, régionales, nationales, planétaires. Toutes ces crises mettent en relief la communauté de destin que nous, en tant qu'êtres humains, nous partageons avec le destin écologique de la planète. Toutes ces crises sont l'expression d'un modèle économique axé sur la croissance sans fin, privilégiant les gains à court terme au détriment des bénéfices plus durables. Toutes ces crises mettent en lumière les carences de solidarité qui se reflètent dans des inégalités croissantes qui font porter un fardeau disproportionné par les personnes les plus vulnérables. En fait, l'enchevêtrement de ces crises nous ramène à la complexité, aux complexités de notre monde et révèle les limites de nos modes de connaissance qui souvent ont tendance à disjoindre ce qui en fait forme un tout, ce qui est inséparable. Donc, ce premier message pour nous, acteurs de santé publique, c'est l'impératif d'analyser toutes ces crises sous l'angle de la complexité, sous l'angle de l'interdisciplinarité, sous l'angle de l'intersectorialité. En misant bien sûr sur les sciences naturelles, les sciences biomédicales, mais aussi sur les sciences humaines, sur les sciences sociales. Et en ce sens, le CRESP nous offre la plateforme appropriée pour ce faire. Deuxième message, c'est que les racines de cette polycrise sont profondes. Cependant, dans nos sociétés, le réflexe presque constant que suscitent les crises, c'est souvent la recherche de coupables à immoler au risque de mettre à l'arrière-plan les facteurs structurels, les facteurs systémiques qui sont à la genèse des crises. Ces coupables, ça peut être des individus, des organisations, des aspects technologiques bien circonscrits, voire des pays ennemis, des pays étrangers.
parce qu'il est plus facile de sacrifier quelques personnes, il est plus facile de dissoudre une organisation, de restructurer des organisations, de pointer des acteurs étrangers plutôt que de s'attaquer aux causes structurelles, aux causes systémiques, voire les normes sociales bien établies qui sont à la genèse des crises. Ce deuxième message pour les acteurs de santé publique, c'est donc dire d'aller au-delà des sources, c'est d'aller aux sources des problèmes et des crises en étant lucide, en sachant que le défi qui nous attend s'inscrit dans une longue marche où il peut s'agir de refaçonner des valeurs et des normes, de transformer des institutions sociales, de rendre inacceptable ce qui a été longtemps considéré comme acceptable. Le troisième message, c'est que les crises, toutes ces crises ne font pas que révéler des problèmes. Ces crises peuvent aussi jouer un rôle moteur pour trouver des solutions aux problèmes, en ce sens qu'elles font émerger des possibilités de changement. En réalité, souvent, une crise va susciter deux processus opposés. Le premier processus, à mon sens, qu'il faut dans beaucoup de fois éviter, c'est la recherche d'un retour à la stabilité, à l'état antérieur qui a généré la crise, qui porte les germes de la crise. Et le deuxième processus, c'est une stimulation de l'imagination, de l'inventivité, de la créativité à la recherche de solutions nouvelles. Donc, c'est le défi qui nous est posé pour ne pas gaspiller les crises actuelles, les utiliser comme moteur pour créer des voies nouvelles différentes du monde d'avant. Je voudrais faire référence ici à cette notion bien connue en sciences politiques. Donc, il y a un spécialiste des sciences politiques de la salle, je vois bien. La fenêtre d'Overton. L'argument développé est que les politiciens, les décideurs vont souvent promouvoir des idées qui sont déjà largement acceptées dans la société et qui se situent dans la fenêtre d'Overton, donc qui ne nuisent pas à leur chance d'être élus ou d'être réélus. Ce faisant, ils peuvent occulter des innovations, des idées d'avant-garde, des propositions de valeur qui se situent en dehors de cette fenêtre d'Overton et qui risquent ainsi de bousculer l'ordre établi, qui risquent ainsi de bousculer les croyances établies. Donc pour nous, acteurs de santé publique, ce troisième message, c'est de dire que les crises, c'est une occasion de s'ouvrir à d'autres options, de regarder en dehors de la fenêtre d'Overton ou d'élargir cette fenêtre. L'occasion de percuter les systèmes existants pour faire émerger des solutions inattendues. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans la durée, dans une temporalité longue, que l'on pourra assurer le soutien de l'ensemble de la société et ultimement des décideurs à ces voies nouvelles, à ces solutions inattendues, moins populaires et moins dominantes. Voilà donc 3 messages que je vous soumets à réflexion pour vos échanges, mais surtout, n'hésitez pas dans vos échanges à regarder au-delà de la fenêtre d'Overton ou à élargir cette fenêtre. Merci de votre attention. Je remercie Mme Potvin, M. Dubois pour leur message d'ouverture. Je passerai maintenant la parole à Lara Gauthier, chercheuse du CRESP et professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui va modérer cette première séance. Bonjour, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent encore à cette heure. On commence à remplir les rangs, c'est super. Donc, il me fait très plaisir ce matin d'animer ce panel qui va nous parler de plusieurs crises. On parle aussi de polycrise. Donc, je pense que ça va être intéressant d'aborder à la fois la crise économique, la crise politique et la crise migratoire. Et donc, on va avoir plusieurs panélistes ce matin qui vont donc faire des présentations. Puis ensuite, on aura les présentations par affiche. Les présentateurs auront 10 minutes chacun pour faire leur présentation. Donc, on va commencer par mon collègue au département de gestion, évaluation et politique de santé, Olivier Jacques, que j'appelle donc à venir faire sa présentation.
Donc, aujourd'hui, je vous présente des résultats d'un nouveau sondage sur les préférences du public sur la santé préventive et la santé curative. Est-ce que c'est moi qui un peu... Non? Ah, c'est avec ça. Ah ouais. Nice. Donc, on sait que les programmes de santé publique ont plusieurs impacts positifs sur la santé de la population et même sur les finances publiques. Pourtant, on a déjà démontré que les programmes de santé publique sont relativement peu financés dans les budgets de santé publique des gouvernements, sont aussi vulnérables à l'austérité budgétaire, sont peu priorisés par les gouvernements. Et ces recherches-là vont souvent postuler que c'est en partie parce que la population a peu d'appui pour la santé publique. Par contre, les recherches antérieures sur les préférences en matière de santé publique présentent des lacunes, c'est-à-dire que la politique est largement absente des recherches qui ont été faites par les chercheurs en analyse des systèmes de santé, par exemple, sur les préférences du public en matière de santé publique. Et les études en sciences politiques et en économie politique n'ont pas vraiment abordé les préférences du public en matière de santé publique. C'est là que j'arrive ici en étant un politologue à l'École de santé publique pour amener la politique dans l'étude sur les préférences en matière de santé publique. Donc, je vous présente un nouveau sondage. Il n'y a pas encore de nom, un nom à trouver. Ça, c'est le nom pour le moment. Il faudrait trouver comme Health Prio, quelque chose comme ça, un nom qui serait plus cool. Ça a été mené dans 4 pays, Canada, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, qui représentent différents types de systèmes de soins. En juin 2024, on a 2000 répondants par pays. Et on a de nombreuses expériences de sondage dans cette enquête qui visent vraiment à définir les priorités des répondants. Donc, je montre 2 questions sur lesquelles on se penche aujourd'hui. La première est une question sur le contrôle des coûts du système de santé. Donc, on place les répondants dans une situation où on dit, bon, le système de santé, les coûts augmentent. Imaginez que le gouvernement doit faire des choix difficiles pour limiter l'augmentation des coûts. Voici 5 options désagréables. Laquelle préférez-vous et dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacune de ces options désagréables? Et on a l'option B qui est notre dépense en santé publique. On a l'option A et l'option D qui sont des options reliées à la santé curative, c'est-à-dire limiter les coûts en réduisant les services et les médicaments couverts par l'assurance maladie ou limiter les coûts en réduisant l'accès aux technologies de pointe pour guérir les maladies. Donc, on observe, si on demande aux gens laquelle des options vous choisissez, si vous êtes obligé de choisir une option, on voit que 45% des répondants vont quand même choisir de réduire la prévention, ce qui est beaucoup plus que la réduction de la santé plus curative. Et même si les répondants ne sont pas obligés peuvent dire « je suis en désaccord avec l'idée de couper les dépenses de prévention », il y a plus de gens qui sont en accord avec l'idée de couper les dépenses de prévention que de gens qui sont en désaccord avec cette idée-là, quand on les met dans une situation de contrôle des coûts. Donc, vraiment, prévention pas très populaire ici. Ensuite, on pose une question. On dit, bon, imaginez que vous avez 100 points à allouer. Le gouvernement peut investir davantage en santé. Imaginez que vous avez 100 points à allouer à ces 6 fonctions du système de santé-là. Vous en imaginez, il y en a 3 curatives. C'est la vaccination, préparation de pandémie et activité de promotion de la santé, qu'on définit par lutte au tabagisme et à l'obésité. Ou investir pour avoir plus de médecins et d'infirmières, les meilleures technologies à l'hôpital et plus de lits dans les hôpitaux. Donc, les répondants ont 100 points à donner. Il y avait un petit slider, c'était assez simple. Et on voit clairement les 3 activités préventives sont les moins priorisées par rapport aux 3 activités curatives. Et ça, c'est le cas dans les 4 pays. Et au Québec, c'est là où les activités préventives sont les moins priorisées. Donc là, on essaie de comprendre, bon, ça, c'est nos 2 variables dépendantes, là, en fait, là, c'est-à-dire les points alloués au préventif par rapport au curatif et la probabilité que vous choisissez de couper la prévention. Donc là, on essaie de comprendre, bon, qu'est-ce qui sont les facteurs individuels qui vont expliquer la probabilité de prioriser la prévention ou non. Et c'est là qu'on amène des variables qui ont été théorisées par des politologues qui sont reliées aux idéologies. On peut définir l'idéologie comme l'axe gauche-droite, plus d'État, plus de marché. Okay? Mais on peut aussi définir les idéologies sur une 2e dimension, qui est la dimension des valeurs sociales et culturelles.
Valeurs sociales et culturelles qui ont été théorisées en disant c'est les Green Alternative Libertarians, donc c'est, disons, les valeurs libérales, des pro-immigration, pro-droits des minorités sexuelles, égalité des genres, etc., contre les Traditional Authoritarian Nationalists, qui vont être contre ces choses-là. Et ce qu'on avance dans notre article, c'est que les Green Alternative Libertarians, ou disons les universalistes, les valeurs libérales, sont plus orientés vers le futur, c'est ce qui avait été démontré par d'autres recherches, sont moins influencés par qui reçoit la prestation sociale ou la prestation de santé, les gens qui sont conservateurs sur leurs valeurs sociales sont vraiment ceux qui ont eu une réaction pendant la COVID contre les mesures sanitaires. Aussi, les universalistes, les GAL, ont tendance à avoir plus confiance envers le gouvernement. Et quand on a plus confiance envers le gouvernement, on a plus de chances d'investir dans une politique qui est bénéfique à long terme, comme la santé publique. Donc, on mesure cet axe valeurs sociales. On mesure aussi l'axe gauche-droite traditionnel pour voir si ces deux mesures de l'idéologie-là ont un impact sur la probabilité de prioriser la santé publique. On mesure aussi la confiance envers le gouvernement. Aussi, évidemment, on se dit, votre perception du système de santé risque d'influencer vos préférences par rapport au système de santé. Donc, on se dit, si vous êtes insatisfait envers le système de santé, vous pensez que le système de santé est en crise, ne fonctionne pas bien, vous risquez de vouloir allouer des ressources vers la santé curative, plus que vers la santé préventive, parce que c'est la santé curative qui est la plus visible, qui est la plus importante à court terme. C'est ce qui, si vous vous dites le système de santé va mal, je vais essayer d'améliorer le système de santé en mettant des ressources dans les programmes les plus visibles. Aussi, si vous êtes malade, vous avez un mauvais état de santé, vous avez plus de probabilité d'avoir besoin du système de santé curatif à court terme. Donc, vous allez vouloir prioriser l'allocation des ressources vers le système curatif. Puis, on inclut donc une mesure pour l'état de santé de la population, du répondant, et une mesure sur êtes-vous satisfait ou non de l'état actuel du système de santé. Une mesure sur 5 catégories. On contrôle évidemment pour plusieurs variables démographiques et pour le pays du répondant, avec le Canada comme catégorie de référence. Donc, c'est ce qu'on trouve ici. Désolé, je n'ai pas eu le temps de traduire mes petits graphiques. Mais en gros, clairement, les valeurs universelles, disons, ou les valeurs sociales libérales, lorsque vous êtes un Green Alternative Libertarian, donc quelqu'un qui est en faveur de l'immigration, du droit des homosexuels, droit des femmes, etc., vous êtes vraiment moins susceptible de vouloir couper la prévention quand on vous demande quelle politique publique vous devez choisir lorsqu'on est en situation de contrôle des coûts dans le système de santé. Et vous avez beaucoup plus de probabilité d'allouer des points à la prévention dans la question où on dit d'allouer des points entre différents secteurs du système de santé. Donc, valeur universelle très important, confiance particulièrement important. Donc, si vous avez confiance envers le gouvernement, vous priorisez davantage la santé publique. Si vous êtes satisfait envers le système de santé, vous priorisez davantage la santé publique. Et si vous avez une mauvaise santé, vous allez prioriser moins la santé publique. Donc, en conclusion, le soutien à la prévention par rapport aux soins curatifs va s'expliquer par la confiance envers le gouvernement et par les valeurs sociales. Donc, c'est important d'amener ces variables un peu plus politiques dans la recherche. Recherche précédente qui ne regardait que les variables socio-démographiques, finalement, pour expliquer les préférences en matière d'allocation des ressources à l'intérieur du système de santé. Et il y a un certain impact de l'état de santé d'une personne et de sa satisfaction envers le système. Quelques implications. On a un faible soutien global à la dépense en santé publique quand on analyse des politiques spécifiques comme ça ou quand on force les répondants à prioriser. Il y a des recherches précédentes qui demandent aux gens, est-ce que vous voulez plus de dépenses en santé publique au Québec? Évidemment que tout le monde veut plus de santé publique. Mais si on demande aux gens de prioriser entre différentes fonctions ou on leur demande de leur opinion à des politiques spécifiques du système de santé, le soutien envers la santé publique est faible. C'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Mais il existe des groupes favorables à la santé publique. C'est les gens qui ont confiance envers le gouvernement et qui ont des valeurs sociales libérales.
les crises ne sont pas un bon moment pour investir dans la santé publique. Moi, c'est contrairement à ce que je pensais. Je pense que l'année dernière, j'avais dit quelque chose comme « Ah, il y a des crises après la COVID, donc c'est une bonne chose. Les gens vont se dire que la santé publique, c'est important. » Mais non. Quand il y a une crise, la satisfaction envers le système de santé diminue. Quand la satisfaction envers la santé diminue, ben, les gens préfèrent investir dans la santé curative plutôt que la santé publique. Donc, avoir de mauvais services de santé curatifs détruit le soutien envers la santé publique. Merci beaucoup. Merci Olivier d'avoir aussi respecté le temps alloué. Alors j'invite maintenant Achille Dadley-Borville, qui est membre de l'équipe de recherche du projet REAC, que j'ai le bonheur de coordonner. Et elle est chargée de cours également à l'École nationale l'École nationale d'administration publique. Ah, ok, c'est moi qui dois. Ok. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une étude, mais avant, sur les défis d'implantation des initiatives intersectorielles. Mais avant, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter le projet duquel découle cette sous-étude-là. Alors, il s'agit du projet REACT, réactivité aux besoins des communautés des migrants. Et puis, ce projet avait deux objectifs principaux. Premièrement, analyser les processus d'émergence, d'implantation des initiatives intersectorielles en contexte de pandémie, des initiatives mises en place pour les migrants, les nouveaux migrants. Quand je parle de nouveaux migrants, je parle de demandeurs d'asile, migrants sans statut et puis réfugiés. Et deuxième objectif, c'est d'identifier des leçons afin de répondre aux prochaines pandémies, d'être capable de répondre aux prochaines pandémies. Alors, l'étude a été réalisée dans 2 provinces, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Le site est là, l'adresse est là. Si vous êtes intéressé, si vous voulez jeter un coup d'œil, alors vous pouvez noter et aller consulter l'étude. Le protocole est publié. Alors, on revient à notre étude dont l'objectif a été d'analyser les défis d'implantation des initiatives intersectorielles mises en place pendant la pandémie. Alors, dans le cadre de cette étude-là, nous avons rencontré 82 intervenants en entrevue individuelle. Alors, pour les intervenants, on a rencontré les intervenants de première ligne qui sont sur le terrain. On a rencontré aussi des gestionnaires, des politiciens, des décideurs politiques, des décideurs et puis des bailleurs de fonds financiers. Donc, en général, nous avons rencontré 82 personnes. Et donc, pour Montréal, nous avons eu 41 répondants. Pour Sherbrooke, 17 répondants et Toronto, 24 répondants. Alors, nous avons beaucoup de résultats. C'est pour cela que je ne me suis pas éternisée sur la méthodologie. Alors, les résultats, quant aux défis, nous les avons répartis en 4 catégories. En 4 catégories de défis. Donc, des défis liés aux inégalités de pouvoir dans les collaborations en temps de pandémie, les inégalités liées à la croissance et à la diversification des besoins des bénéficiaires, des défis liés au maintien et à la formation des ressources humaines. Et le dernier défi, est lié à la pérennisation des espaces et des outils de concertation. Alors, si nous parlons des inégalités de pouvoir dans les collaborations, ce que les répondants nous ont dit, c'est qu'il y a eu asymétrie de pouvoir. Et cette asymétrie de pouvoir a été manifeste donc, dans la reconnaissance de l'expertise des différents partenaires. Donc, tous les partenaires, vous savez, les organismes communautaires ont développé des expertises. Pendant la pandémie, cette expertise-là a été grandement utilisée, mais dans les instances de collaboration, il y a eu quelques petites difficultés à reconnaître les expertises de chacun. On a parlé aussi d'imputabilité. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, ce qu'un répondant a dit. Quand on parle de telles initiatives, mais ceux qui vont parler dans les médias, ils vont s'approprier de cette initiative-là, alors que ça a été le fruit du travail des organismes communautaires. Il y a aussi des inégalités liées à la valorisation et la reconnaissance des
citoyens qui ont été sur le terrain, qui ont contribué à la réussite des initiatives sur le terrain. Et il y a eu aussi des inégalités de pouvoir en termes de partage de responsabilités, de ressources et de prise de décision. Les décisions n'ont pas toujours été prises de manière consensuelle, comme c'est le cas dans les instances de gouvernance intersectorielle. Deuxième catégorie de défis est liée à la détériorisation des conditions de vie des migrants. Ça a été mentionné dans presque toutes les études qu'il y a eu de nouveaux besoins liés au confinement, par exemple. L'isolement social, les problèmes de santé mentale, la violence conjugale, ça a été mentionné partout. Et il y a eu plus de besoins pour l'aide psychologique pour ces personnes-là, plus de besoins, plus d'aide technologique également à cause du passage au virtuel pendant la pandémie. Donc, il a fallu avoir plus de ressources pour aider les migrants qui avaient un manque de littératie, manque d'accès à la technologie, etc. Et beaucoup de services aussi pour... Les services de transport, ça a été mentionné plus à Toronto, et de l'aide pour l'épicerie, etc. Donc, en gros, il y a eu de nouveaux besoins et les besoins habituels ont été diversifiés. Si on parle maintenant entièrement de ressources humaines, donc, comme vous le savez, même avant la pandémie, il y avait des problèmes de roulement dans les organisations. Donc, avec la pandémie, ça s'est empiré. Et puis, il y a eu beaucoup d'argent qui était disponible vraiment pour embaucher de nouvelles ressources, mais pas pour le milieu communautaire. Et comme vous le savez, le milieu communautaire repose sur le bénévolat, étant donné qu'il y avait une pénurie de bénévolat. Donc, le communautaire a souffert beaucoup. Et donc, beaucoup d'instabilité, c'est un enjeu aussi, ça a été un enjeu. Donc, si on parle de pérennisation, donc, il faut penser au roulement du personnel. Donc, comment faire pour maintenir le personnel, surtout pour le milieu communautaire. On parle aussi de sous-financement des organismes communautaires. Donc, si le communautaire est mieux financé, donc il y aura possibilité de garder les employés et d'éviter le taux de rotation, ou du moins de diminuer le taux de rotation. Comme a dit un répondant, pas évident de convaincre les gens par faute de moyens, parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, pas assez de moyens pour recréer les espaces. Donc, un autre enjeu aussi, c'est que pendant la pandémie, tout le monde était là, tout le monde était actif, mais une fois que les choses ont commencé à se stabiliser, donc chacun est retourné de son côté. Donc, comment recréer les espaces les espaces d'échange, les espaces de concertation, mais en même temps, il faut améliorer ces espaces-là pour que vraiment on parle d'un vrai partenariat, comme disent les gens, et on parle aussi de transfert des connaissances entre les organismes, parce que beaucoup de compétences ont été développées pendant la pandémie. Beaucoup de compétences ont été développées pendant la pandémie. Beaucoup d'informations ont circulé, mais comment faire en sorte pour transférer ces informations, pour transférer ces compétences, pour que les gens puissent être informés et être mieux préparés à l'avenir. Alors, 2 messages clés de ce qu'on a retenu de notre étude, c'est la reconnaissance du rôle essentiel, reconnaissance en termes d'expertise, parce qu'il y a une expertise, reconnaissance en termes financiers, parce que s'ils n'ont pas de moyens financiers, donc pas de moyens de garder, d'avoir des employés, et sur le terrain pour offrir les services, pas de moyens aussi pour améliorer les services qui sont offerts aux migrants. Équité dans les collaborations, j'ai parlé tout à l'heure d'imputabilité, mais il y a aussi la réciprocité. La réciprocité, les gens l'ont exprimé, c'est que d'un côté, par exemple, dans les institutions, les portes sont entrouvertes, alors que dans les organismes communautaires, les portes sont grandes ouvertes. Alors, quand quelqu'un de l'institution fait une demande aux organismes communautaires, cette personne-là s'attend à ce qu'elle ait des réponses, et en général, elles ont des réponses
rapidement, alors que c'est le contraire dans le cas des organismes communautaires quand ils veulent avoir des services. Donc, il faut toujours, vous connaissez, il y a beaucoup de bureaucratie, comment circuler, naviguer dans la bureaucratie institutionnelle. Donc, c'est ça. Donc, pour vraiment faciliter et améliorer la concertation entre les deux secteurs, le secteur institutionnel et le secteur communautaire, il y a urgence de vraiment revoir les mécanismes de collaboration, notamment en termes d'équité et de partage, de reconnaissance des rôles essentiels des organismes communautaires. Merci beaucoup, Lara. Merci, Dudley. Très bonne gestion du temps également. Alors, notre troisième présentatrice avant le bloc de questions-réponses, c'est une autre collègue de l'ESPUM, qui est aussi chercheuse au CRESP, Mylène Rattel. Bon, moi, je suis ici pour vous parler d'un contexte de sécurité alimentaire dans des processus de déplacement. Donc, c'est à l'intersection de la crise alimentaire et de la crise migratoire. À l'heure actuelle, il y a plus de 100 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde. Parmi ces personnes-là, puis là, on parle de migrants, on parle de demandeurs d'asile, on parle de réfugiés. Un des défis est la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique. Il y a certaines études qui ont mesuré la prévalence de l'insécurité alimentaire dans ces sous-groupes de la population et les taux d'insécurité alimentaire semblent élevés entre 40 et 96 % selon les études et selon le contexte. Donc, il n'y a aucune donnée, par contre, qui est publiquement disponible sur la situation de la sécurité alimentaire dans les centres de réfugiés, dans des contextes de pays à développement humain élevé, à index de développement humain élevé. Donc, je m'intéressais à la question. J'ai approché un camp, un centre de réfugiés en Bulgarie, le centre Armani. C'est un centre qui est situé, en fait, à l'entrée de l'espace européen. Donc, les migrants partent particulièrement du Moyen-Orient et traversent la Turquie par transport terrestre et arrivent en Bulgarie et sont dirigés vers ce camp, ce centre de réfugiés-là. L'objectif de ce projet était d'évaluer et de prioriser les enjeux reliés à la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique dans ce centre de réfugiés. Nous avons fait des entretiens avec des acteurs clés dans le centre. On a fait aussi des données d'observation. On a fait 2 groupes de discussion séparés par le genre. Une enquête via questionnaire. On a priorisé des extraits de questionnaires déjà validés et standardisés. Donc, un membre par famille a été invité à répondre à ce questionnaire-là, représentant la famille. Merci. Représentant la famille. Donc, on a eu 91 répondants qui représentaient à ce moment-là 55 % de tous les résidents. Donc, un répondant répondait pour une personne jusqu'à 24 membres de sa famille. Ce questionnaire-là a été supporté par 2 coordonnateurs locaux recrutés parmi la communauté dans le camp et formés. Puis c'est en fait une collecte de terrain qui s'est faite récemment, donc en juillet 2024. Donc, je vous présente 3 enjeux principaux. L'enjeu prioritaire est la sécurité hydrique. Donc, en fait, on s'est aperçu très vite que les réfugiés n'avaient pas accès à de l'eau potable. Premièrement, l'eau du robinet n'est pas potable. C'est quelque chose qui a été confirmé lors des entretiens. La distribution d'eau en bouteille n'est pas fiable parce que, contrairement à la nourriture, la distribution d'eau provient de donneurs. Selon les observations, en fait, un repas sur 10 venait avec une boisson, soit de l'eau.
Il y a un magasin juste à l'entrée du centre de réfugiés qui est accessible durant les ouvertures du centre et où on peut acheter de l'eau. Par personne, et non par répondant, par personne, les gens dépensaient en moyenne 7 $ canadiens par semaine pour faire l'achat d'eau. Alors qu'on sait que lorsqu'on est en processus de déplacement, on a peu de ressources. Je cite ici quelqu'un du groupe de discussion. Donc, il a dit, un homme qui vient de Syrie, « Je n'ai pas fui la guerre dans mon pays pour mourir d'avoir bu de l'eau insalubre en Europe. » Ça l'a mené très, très vite à un appel à l'action. J'ai envoyé ça à plusieurs organisations non gouvernementales qui œuvrent en Bulgarie. Et en fait, l'appel à l'action a été répondu par Médecins sans frontières. Donc, on collabore avec le centre pour régler l'enjeu de l'eau potable. Le deuxième enjeu ici que je vais souligner, c'est l'alimentation adéquate en termes de qualité et de quantité. Selon les questionnaires, il y a 84 % des ménages qui sont en situation d'insécurité alimentaire grave ou modérée. Les questionnaires de qualité de diète ont montré qu'il y avait très peu de variété, puis il n'y avait pas vraiment de balance entre les groupes alimentaires. Donc, il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui n'avaient même pas accès à des fruits et légumes là, au quotidien. Il y a la majorité des adultes qui ont dû sauter un repas ou qui avaient faim, mais qui n'ont pas pu manger. Le troisième enjeu que je vais présenter est un enjeu par rapport à l'utilisation de la nourriture offerte dans le camp, dans le centre. Donc, le centre offre 2 repas par jour. Mais les résidents ont mis en évidence des enjeux. J'ai mis ça sous le terme préférence alimentaire, mais c'est des enjeux également culturels et certains reliés à la religion des réfugiés. Donc, en fait, selon les groupes de discussion, on a pu contextualiser ça, c'est que les gens ne mangent pas de viande car ils ne savent pas d'où elle vient. Donc, ça fait référence à la viande halal, donc une population majoritairement musulmane. On a entendu aussi dans les groupes de discussion, ce n'est pas notre nourriture. Ces repas n'ont pas un goût familier. Donc, évidemment, l'alimentation standard en Bulgarie n'est pas ce qu'on retrouve en Syrie. Les répondants avaient également une perception négative de la qualité de la nourriture, dont presque la moitié jugeait qu'elle n'était pas saine, donc elle n'était ni variée. Il n'y avait pas beaucoup de fruits et légumes, comme je l'ai mentionné, et ce qui menait que les résidents du camp, en fait, cherchaient des alternatives à la nourriture offerte dans le camp. Entre autres, la moitié ont pêché, donc il y avait un cours d'eau local dans le village, donc ils pêchaient et où ils récoltaient des plantes sauvages. Donc c'est la Bulgarie, c'est un environnement qui est très fertile pour l'agriculture, il y a des arbres fruitiers un peu partout. Donc en fait, ils en profitaient, ils allaient sur les terrains publics pour collecter là, des figues, des clémentines, ce genre de choses-là. Puis il y avait également le partage d'aliments entre personnes et entre familles qui avait un rôle à jouer dans les stratégies face à l'insécurité alimentaire. Donc, ce projet est la première étape, on espère, d'un programme qui suit. En fait, voici les enjeux, voici les besoins. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on travaille actuellement avec le centre de réfugiés, que ce soit la partie des réfugiés et la partie de l'équipe de gestion du centre, pour voir quelle initiative on pourrait implanter là, pour tenter d'aider un petit peu la sécurité alimentaire pour le camp. À l'heure actuelle, au Canada, nous n'avons pas de centre de réfugiés en tant que tel. On a des choses qui y ressemblent, mais on pourra y revenir plus tard ou à un autre moment. Par contre, il y a des indicateurs qui font qu'on pourrait aller vers l'ouverture
de centres pour les réfugiés, des centres de demandeurs d'asile. Alors, ce sont des considérations qu'on pourrait garder en tête là, lorsqu'on fera l'implantation et le design de ces centres-là. J'arrête ici parce que vous voyez que j'ai de la misère. Donc, merci. Donc, c'est un projet subventionné par le CRIJAB. Merci. Merci beaucoup, Mylène. Super intéressant. Donc, on a maintenant une période de questions d'une quinzaine de minutes. Alors, je pense que la maîtresse de cérémonie peut prendre les questions. Est-ce qu'on a aussi des questions en ligne? En tout cas, j'inviterais les gens qui ont présenté à s'asseoir en avant, s'il vous plaît, pour la réponse aux questions. Ça va être plus facile avec le micro. Oui, tout à fait. Pardon. Ça, j'ai oublié. Ben non, c'est correct. Puis, une question là-bas. En fait, je pense que je vous emprunterai votre micro pour qu'il puisse répondre. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour vos présentations hyper pertinentes. En fait, j'ai deux commentaires après une question. Pour Mylène, en fait, chez nous encore, on n'a pas de centre de réfugiés, mais apparemment notre Premier ministre veut faire comme la France. Apparemment, la France maintenant est devenue un modèle dans ce domaine de droits de l'homme. Deuxièmement, le deuxième, en fait, pour la question de la crise migratoire, en fait, pour la littérature sérieuse sur le sujet, c'est un mot, en fait, c'est un mot essentialisant parce que quand quelqu'un perçoit crise migratoire, c'est sécuritaire, économique, ça veut dire l'invasion des barbares, au lieu de dire c'est probablement l'aide prochain, ça veut dire la crise humanitaire. Ça, c'est le deuxième. Ma question pour Olivier maintenant. Merci beaucoup pour ta présentation. En fait, je voulais savoir, pour tes répondants, est-ce qu'il y avait des différences par rapport à la nature des systèmes de santé, par exemple bismarckien, beveridgien, par rapport à ça, ça veut dire la dimension historique des répondants. Ma deuxième question va à vous deux, à Achille et Olivier. Si je me base sur tes réponses, enfin tes résultats, Olivier, comment tu peux m'expliquer que le projet RIAC ne va pas être financé dans le contexte actuel? Merci beaucoup. Que le projet RIAC ne va pas être financé dans le contexte actuel, en termes de priorité de financement. Suite Achille. Ben pour les systèmes de santé, il semble y avoir vraiment plus de satisfaction envers le système de santé en Suisse et en Allemagne. C'est pas tant surprenant, les systèmes Social Health Insurance que de ces deux pays-là ont plus de dépenses publiques, moins de contrôle de coûts, moins de listes d'attente, moins de rationnement. Alors que les deux NHS, là, que ce soit Royaume-Uni ou Canada, ont un niveau de satisfaction plus bas. Puis on dirait que notre question sur la satisfaction envers le système de santé ne va pas aller capter toute cette insatisfaction des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on observe là, vraiment une différence significative entre les pays là, dont je n'ai pas parlé, que la priorisation de la santé publique est plus faible dans les NHS, donc Royaume-Uni et Canada, qu'ailleurs. Et le Québec est la place où les gens sont le plus insatisfaits et qu'ils priorisent le moins la santé publique. C'est pas tant surprenant. Dans le débat public au Québec, c'est mettre de l'argent dans le système de santé. Ça semble être la priorité la plus importante. Oui, pour ce qui est de RIAC, peut-être qu'il y avait un malentendu. C'est un projet qui a été financé par les IASC pour 3 ans. Donc, le projet est terminé. Il y a des articles qui sont en train de créer, des articles qui sont déjà publiés et il y a d'autres outils que les chercheurs vont développer pour répondre aux besoins, à la demande des organismes communautaires parce que les résultats ont été diffusés largement dans les organisations participantes et il y avait des demandes dans ce sens pour mettre en place, élaborer quelques outils pour leur permettre de les utiliser sur le terrain. Alors, c'est ça la suite. Mais on ne parle pas de refinancement du projet parce que c'est un projet qui a eu une durée de vie. Donc, quand le projet est terminé, et peut-être qu'il y aura d'autres recherches qui iront dans la même direction, mais non, on ne peut pas parler de refinancement du projet REACT. Merci. Les deux. Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis rendue de l'autre bord. Je vais vous adresser quelques questions qui sont venues en ligne. Donc, pour Mme Rattel, est-ce que les YMCA ne sont-ils pas au centre des centres de réfugiés? Sinon,
Quelle serait la différence entre les deux? Donc, les camps YMCA, je peux pas commenter là-dessus, mais vous savez, le terme réfugié, c'est un terme qui est, c'est presque une appellation contrôlée, là, dans le sens que lorsqu'on est en processus de migration, on est des migrants, bon, on peut être en déplacement à l'interne, donc une population déplacée à l'interne. Lorsqu'on va à l'externe de notre pays, on devient un migrant. On peut choisir de demander asile, donc de devenir un demandeur d'asile. C'est là qu'on rentre dans les centres de réfugiés lorsqu'il y en a dans le pays hôte. Puis lorsque notre demande est évaluée, on peut recevoir le statut de réfugié qui est régi par des conventions internationales. Et c'est là qu'on va avoir accès à la résidence dans le pays hôte ou dans un pays autre. Merci beaucoup pour votre réponse. Ma prochaine question pour Mme Borville, à propos d'inégalités d'accès aux soins de santé et des populations déshéritées, donc les populations vulnérables. En COVID long, combien de temps le gouvernement canadien continuera-t-il à dépenser pour la prise en charge des patients québécois qui ont la COVID longue? Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Non, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Parce que ça n'a pas fait l'objet ce n'est pas l'objet de notre présentation ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions en présence? Oui. Merci beaucoup de vos présentations. J'ai 2 questions, une peut-être pour professeur Jacques. C'était vraiment un collègue cher. C'était vraiment très intéressant. Puis en fait, je me questionnais beaucoup sur la question des valeurs. Puis là, je parle un petit peu à travers mon chapeau, mais je sais que récemment, il y a eu un sondage léger là, à travers le Canada qui touchait un peu les valeurs avec des résultats inquiétants, notamment 21% des jeunes hommes qui encouragent les femmes à être femmes au foyer. Puis avec une réponse un peu différente au Québec. Mais cela dit, je me demandais si, en contrôlant pour l'âge, au niveau des gens que tu appelles qui soutiendraient des valeurs universelles, est-ce qu'on voit une différence pour les jeunes? OK. Pour les jeunes, la population peut-être plus jeune au niveau des valeurs, puis comment ça influencerait effectivement ce qui soutiendrait là, au niveau du curatif et préventif. Puis ma deuxième question serait pour Mylène. J'étais tout simplement curieuse, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais je voulais savoir ce que tu pensais peut-être du programme PREDA, là, du CIUS, du centre de l'ouest de l'île de Montréal, à savoir si c'est un levier intéressant à mobiliser pour peut-être soutenir la mise en place de centres pour réfugiés à Montréal ou au Québec au moins. Pour répondre à la question d'un professeur côté Boileau, j'ai pas vraiment regardé la différence d'âge, mais dans la théorie, techniquement, les personnes plus... les valeurs deviennent plus universalistes, libérales, lorsqu'on est né dans une situation post-matérielle où il n'y a pas de difficultés matérielles. Donc, les sociétés dites post-matérielles vont avoir davantage de ce type de valeurs-là. Donc, dans une situation comme le Canada, les personnes plus âgées sont souvent nées dans des situations matérielles plus difficiles. À mesure que la société est devenue plus riche, les gens se sont mis à avoir des valeurs plus libérales parce que bon, il n'y avait plus à s'occuper de leurs besoins matériels. C'est la théorie. Donc, on devrait observer ça aussi dans le sondage. Mais effectivement, ces jeunes hommes-là seraient des TAN, là, Traditional Authoritarian Nationalists, et moins en faveur de la santé publique. Oui, mais vous m'avez demandé mon avis sur un programme que je ne connais malheureusement pas. C'est vrai que je ne vais pas me positionner. Merci pour votre question. Louise, pas de vin? Question pour Olivier. Merci d'abord de ramener l'idée des valeurs dans les préférences. Je pense que c'est fondamental. 2 petits points. Le premier, d'abord, sur ta réponse à la question précédente, je te ferai remarquer que les baby boomers qui sont nés dans l'affluence ont maintenant 80 ans. Là, il faut... c'est peut-être
c'est peut-être, il y a peut-être une question d'âge et une question de fin de vie qui se lie à ça. Mais c'est sûr que les difficultés, il y a beaucoup de difficultés à faire des comparaisons internationales, puis les questions il n'y a pas de questions parfaites. Mais on comprendra que la définition que vous donnez à la promotion de la santé est un peu étriquée et que la définition que vous accolez aussi à la technologie qui guérit, moi, personnellement, je pense que la technologie, ça rajoute 3 minutes à la vie, là. C'est aussi extrêmement ramené dans un discours néolibéral de technologie qui guérit, qui est finalement une illusion. On guérit très peu de choses, puis on met beaucoup de monde dans la catégorie des malades chroniques. Et qu'est-ce que ça changerait, selon toi, de mettre ce genre de mots-là dans ce genre de questions-là, compte tenu justement des valeurs qui sont là? Oui, mais c'est sûr que on a essayé de trouver des concepts les plus simples possibles, là. C'était ça l'objectif, là. On n'avait pas une espèce de vision techno-scientifique de la chose, là, pour être bien honnête, là. C'était, bon, la technologie qui sert à, je sais pas, à être à soigner à l'hôpital, etc. Probablement que le choix des mots a un effet, mais bon, n'en demeure pas moins que c'est aussi, c'est assez clair que quand tu te fais poser une liste de questions comme ça, puis tu peux choisir celle qui fait le moins mal, ben c'est ça que tu vas choisir, tu sais. Et pour revenir sur l'effet de l'âge, on voit clairement que y a, les plus âgés vont prioriser la santé davantage que d'autres politiques publiques. Parce que le sondage, c'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup regarder si vous priorisez la santé plus que l'éducation ou même les régimes de retraite ou d'autres politiques sociales. Et ça, c'est assez intéressant. Puis si on prend une vision plus large de la santé publique, bien, ce que notre sondage montre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de répondants, particulièrement les personnes âgées, qui vont prioriser la santé plutôt que la protection du revenu. Et bien, si on prend une définition plus large de la santé publique, bien, la protection du revenu fait partie de la santé publique. Donc, je pense que le sondage a quand même des choses intéressantes à dire là-dessus. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'on a encore du temps pour des questions? Merci. Juste apporter une précision pour la question sur le PRIDA, en fait, et puis ça répond aussi à la question sur le YMCA. Je pense que Mylène, tu connais pas encore bien la question des réfugiés au Québec. En fait, le PRIDA, c'est un programme du Sud du Centre-Ouest qui s'occupe de l'accompagnement des demandeurs d'asile et qui fait aussi un suivi de santé, un bilan de santé des réfugiés. En fait, il travaille avec les YMCA justement pour leur offrir un hébergement temporaire d'urgence pendant 2 semaines. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une question sur le YMCA. Mais c'est pas des centres de réfugiés en tant que tels, c'est pas des camps non plus de réfugiés comme on les connaît en Europe, pas du tout. Alors, c'était juste pour préciser. Merci beaucoup. À vous, vous allez pouvoir... Je passerai maintenant la parole à Jean Locquens-Pierre. Salut tout le monde, je suis Jean Locquens-Pierre, étudiant en maîtrise en santé publique. Je vais vous présenter les résultats préliminaires de mon étude sur la détresse psychologique chez les migrants sans assurance médicale à Montréal, Canada. Donc, pour y arriver, rapidement, on va suivre ce plan. Donc, pour mieux comprendre le contexte de l'étude, on va faire un survol sur le système de soins au Canada, sur le stress lié à la migration et la détresse psychologique. Le système de soins au Canada, c'est un système, comme vous le savez déjà, public, universel. Au Québec, c'est la Régie d'assurance médicale qui fait les suivis, que ce soit médicaux, pharmaceutiques, thérapeutiques, en fonction du groupe d'âge et pour certains travailleurs étrangers venant de certains pays qui ont été sélectionnés. Quand on parle de la migration, on veut surtout parler du stress qui est lié à la migration.
Et quand on parle de stress lié à la migration, dans notre étude, nous avons considéré le stress pré-migratoire. Ça veut dire que le stress, que ce soit socio-économique, politique, qui est lié à personne avant de migrer, le stress qui est lié à la migration, les conditions du voyage, et surtout, le plus important, le stress post-migratoire, la capacité d'adaptation culturelle, les barrières linguistiques qui est liée avec le migrant. Et nous avons utilisé comme variable dépendante la détresse psychologique. C'est un indicateur pour mesurer la santé mentale au niveau populationnel. Donc, elle se caractérise par les symptômes de dépression, d'anxiété et autres. Et notre population à l'étude, ce sont les migrants sans assurance médicale. Et les migrants sans assurance médicale, ils ont été catégorisés en deux grands groupes, ceux qui ont un statut légal autorisé et d'autres qui n'ont pas de statut légal autorisé. Les statuts légaux autorisés sont les travailleurs étrangers temporaires, les visiteurs et certains étudiants internationaux. Et ceux sans statut, c'est les réfugiés qui n'ont pas les demandeurs d'asile qui ont été refusés et les autres sans papier. Donc, on n'a pas de chiffres sur le nombre de migrants sans statut légal. Lorsqu'on a fait la revue de la littérature, on a retrouvé environ 20 000 à 500 000, mais il n'y a pas de chiffre défini. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que le nombre de résidents permanents durant les 4 dernières décennies ne cesse d'augmenter. Et probablement, le nombre de migrants sans statut légal autorisé aussi. Donc, plusieurs études ont suggéré que la migration a un impact sur la santé mentale. Cependant, on n'a pas vraiment eu d'études sur la santé mentale des migrants sans assurance médicale. Donc, notre étude, elle s'appuie sur l'analyse des données qui est issue d'une étude interventionnelle qui a été faite sur l'accès des soins de santé mentale, sur l'accès des soins chez les migrants sans assurance médicale qui a été réalisée à Montréal en 2017. Donc, la question qu'on se pose est que peut-on dire sur la santé mentale des migrants à statut précaire sans assurance médicale? Donc, ce sont les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire examiner le niveau de santé mentale des migrants sans assurance médicale, décrire les liens entre statut migratoire et assurance maladie, examiner les déterminants sociaux de la santé mentale des migrants à statut précaire sans assurance médicale et faire des recommandations. Donc, notre étude s'est basée sur un devis de recherche transversal avec critères d'inclusion. Il faudrait être un migrant adulte, plus de 18 ans, et sans assurance maladie, que ce soit privé ou public, privé probablement. Et les critères d'exclusion, ce sont les résidents permanents, les citoyens canadiens et les étrangers qui ont l'assurance privée. Donc, on a utilisé, c'est une population qui est difficile à retrouver, donc on a utilisé un échantillonnage de convenance avec stratégie de recrutement communautaire et de boule de neige. Donc, on s'est inspiré du cadre théorique de Bézet sur les facteurs de stress chez les réfugiés pour faire l'analyse de notre étude. On a considéré la détresse psychologique avec le questionnaire de K6 de Kessler comme variable dépendante, avec d'autres variables indépendantes qui ont été déjà utilisées dans les études préliminaires qui ont été réalisées sur cette base de données, c'est-à-dire l'état de santé, l'accès aux soins, les caractéristiques sociodémographiques de la population. Et les études, malheureusement, on n'a pas eu d'informations dans les données préliminaires, dans les données, parce que l'étude n'était pas vraiment faite pour la détresse psychologique, pour la santé mentale, sur le stress prémigratoire. Mais la majorité des études a montré que parmi tout le stress qui est lié à la migration, le stress post-migratoire était le plus important. Donc, on a toute une série de questionnaires qui a été réalisé dessus, donc, où vraiment on s'est insisté sur la discrimination, la peur et le statut migratoire. Est-ce que statut légal autorisé ou non légal? Et les résultats préliminaires qu'on a eus, on vient de débuter avec les analyses, on a 800 participants dans l'étude. C'était majoritairement des femmes, avec près de 63,6% des participants jeunes, relativement jeunes. 67% des participants étaient âgés de moins de 40 ans, avec un statut socio-économique précaire. Plus de 68% des participants vivaient avec un revenu annuel, un revenu mensuel net familial de 1 500 $ canadiens ou moins. Mais très éduqués, on a un niveau d'études élevé avec 46,3% de la population
qui était de niveau universitaire et 42,8% pour la population qui avait un niveau secondaire ou technique. Et la détresse psychologique sévère, lorsqu'on considère le questionnaire de Kessler, dès que tu as 13 points ou plus, tu es considéré comme détresse psychologique sévère. C'était 26,3%. Et lorsqu'on considère les résultats préliminaires qu'on a retrouvés par rapport aux chiffres que le ministère a retrouvés dans l'étude populationnelle qui a été réalisée en 2021, on a 3 fois plus de détresse psychologique dans notre population que la population québécoise. Et lorsque nous avons commencé avec les analyses multivariées, nous avons retrouvé ce qui est associé avec la détresse psychologique sévère dans notre population. C'est le genre, les femmes étaient 2 fois plus enclines d'avoir une détresse psychologique sévère que les hommes. La peur, la crainte de rencontrer la police, probablement parce qu'ils pensent qu'ils vont être déportés s'ils rencontrent la police. La perception négative de leur état de santé. Évidemment, un besoin de santé non comblé. Et ce qui a modéré le risque de détresse psychologique sévère de notre population, c'est un soutien social. Les participants qui ont quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui exprimer leur désarroi, avaient une réduction de 40% du taux de détresse psychologique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bonne gestion du temps aussi, Jean. Alors, le prochain présentateur, c'est Kosi Eden Andrews Adonjeso, qui est postdoctorant de la chaire Cassis. Je l'invite à prendre place. Bonjour tout le monde. Bon, moi, je vais vous présenter aujourd'hui un petit sujet qui porte sur le Togo, notamment le système politique togolais. Donc, le thème, c'est comprendre les crises politiques post-électorales au Togo depuis l'avènement de la démocratisation en Afrique à travers la perspective institutionnelle. Donc, le plan de la présentation serait articulé sur 7 principaux points que vous voyez sur le tableau. Donc, je vais aller très rapidement pour gagner un peu de temps. Donc, directement pour la mise en contexte, il faut dire que la question de la démocratisation a émergé en Afrique à partir des années 90 parce que l'aide pour le développement des pays africains a été conditionnalisée par le fait que l'adoption de la démocratie doit être une condition importante. Donc, à partir des années 90, donc, plusieurs pays africains se sont lancés dans cette voie de démocratisation. Et aujourd'hui, si on veut faire le bilan, on se rendra tout simplement compte que les résultats sont mitigés. Mitigés au sens où il y a certains pays qui ont eu la possibilité quand même de mettre en place ce processus de démocratisation. Par contre, d'autres, comme le Togo, a connu quand même un échec par rapport à ce processus de démocratisation. Maintenant, de façon générale, au niveau de l'Afrique, c'est le bilan qu'on peut faire. Mais si on revient un peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on va se rendre compte que presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont connu au moins une fois l'alternance politique qui est une condition importante de la démocratisation, sauf le Togo. Et aujourd'hui, comment on peut expliquer le fait que le Togo soit le seul pays en n'ayant pas connu cette alternance politique qui est une condition de la démocratisation? Il y a plusieurs faits institutionnels qu'on peut souligner. Notamment, si on remonte dans les années 90, notamment en 1992, il faut se rendre compte que le peuple togolais s'est réuni pour définir une constitution qui est la loi fondamentale qui va structurer et guider les acteurs politiques dans ce processus de démocratisation. Donc, ce qui va amener un accord entre le parti au pouvoir et l'opposition qui ont défini tout le processus et les conditions qui vont émailler de ce processus. Et le constat est qu'en 1993, qui est la première année de l'élection présidentielle, on se rend compte que le gouvernement en place n'a pas pu mettre en œuvre toutes les conditions définies, l'accord trouvé entre le parti au pouvoir et l'opposition. Ça, c'est la première crise institutionnelle qui justifie d'abord l'échec de ce processus. On va remonter en 1998, qui est la deuxième année de l'élection présidentielle. Et là, émaille maintenant les fraudes électorales
encore deuxième crise, notamment l'affrontement entre le parti au pouvoir et l'opposition, parce que les conditions de transparence et de la régularité ne sont pas respectées. Et là, il faut préciser que la Constitution de 92 a défini quand même, a limité le mandat présidentiel, c'est-à-dire une fois pour le premier mandat et le deuxième. Et là, il y a une phrase qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Et là, on se rend compte qu'en 2003, le gouvernement va modifier cette constitution en donnant un boulevard pour un mandat à vie. Donc, ce qui va amener encore la 3e crise liée au coup d'État constitutionnel. Nous sommes en 2005, on se rend compte que le président n'est plus. Et là, pour perpétuer ce pouvoir au niveau d'un seul camp, son fils, qui est le président fort, le président actuel, était à l'époque le ministre des infrastructures. Donc, de l'infrastructure comme ministre, il est devenu député pour briguer, par exemple, pour être à la tête maintenant des députés et assurer la transition. Ce qui va entraîner la 4e crise électorale dans la mesure où les élections organisées dans la même année, c'est-à-dire en 2005, ont été également émaillées par des crises post-électorales. On va assister à la même chose en 2010, 2015 et en 2020. Donc, voilà un peu le contexte historique qui justifie, par exemple, le fait que le Togo fait partie des pays africains ayant connu quand même plusieurs crises liées aux élections. Alors, comment on peut expliquer théoriquement cette crise? Donc, moi, j'ai pris quand même l'approche institutionnelle, qui est l'une des approches qui découle du néo-institutionnalisme. Le néo-institutionnalisme est composé quand même de 3 grandes variantes. D'abord, il y a la variante sociologique, la variante historique et la variante du choix rationnel. Donc, en prenant la dimension institutionnelle, il s'agit pour moi de vérifier, par exemple, le Togo même est caractérisé, c'est quoi même la nature de ce régime. En prenant, par exemple, la nature de ce régime, il y a 2 variables qui se dégagent. D'un côté, il y a l'autoritarisme et de l'autre côté, le système électoral, qui est un système qui n'est pas propice pour une alternance politique. Donc, de 1990 à 2020, on va se rendre compte que le système électoral est caractérisé par la majorité simple, la majorité absolue, et aussi par des fraudes électorales. Donc, la manière dont ces systèmes sont mis en place constitue une explication importante pour justifier les différentes crises qui se sont déroulées au Togo et qui, par ricochet, expliquent la non-alternance politique au Togo. Alors, c'est quoi la méthodologie? C'est une méthodologie, c'est une approche qualitative. Donc, j'ai réalisé 30 entrevues plus 8 focus group. Donc, l'idée pour moi de discuter avec tous les acteurs politiques, notamment le parti au pouvoir, le parti de l'opposition, les acteurs de la société civile, les militaires et également les membres de la Cour constitutionnelle pour avoir le point de vue de tous les acteurs impliqués dans ce processus dans l'optique de trianguler les informations et avoir la fiabilité des données collectées sur le terrain. Pour aller plus rapidement, donc analyse et interprétation. Donc en prenant la dimension institutionnelle, donc vous allez voir qu'il y a certains points qui sont soulignés en rouge. Ce sont, okay, merci beaucoup. C'est l'ensemble des variables qui découlent de notre analyse et interprétation et qui se rattachent directement à la dimension institutionnelle de l'explication de la non-alternance politique au Togo. Bon, il s'agit directement du poids de l'armée, le soutien des puissances étrangères, le verrouillage institutionnel. Donc, toujours par rapport aux résultats, il faut dire que si on prend la dimension institutionnelle pour expliquer les crises perspectives que le Togo a connues, d'abord le poids de l'armée. Il y a déjà plus de 86% qui expliquent le fait que l'armée intervient régulièrement pour soutenir le pouvoir en place. Et il y a également le rôle des puissances étrangères, notamment la France. Et là,
Pourquoi c'est rattaché aux institutions? C'est rattaché aux institutions dans la mesure où il y a des accords entre le Togo et la France. Il y a également les fraudes électorales et la non-application des accords qui sont toujours conclus entre le pouvoir en place et l'opposition. Bon, pour conclure, la question que je me pose est de savoir en quoi cette crise, ou bien en quoi l'échec à la démocratisation est une menace à la santé publique. C'est simplement une menace dans la mesure où la démocratie est une condition de pérennisation des politiques et des programmes de santé publique. Et de là, on se rend compte que comme il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas effectivement la meilleure gestion des fonds. Et par conséquent, il y a les questions d'infrastructure qui se posent. Et là, on se rend compte qu'en une année, le Togo a enregistré près de 10 000 accidents en une année. Donc, si on projette un peu sur un mandat de 5 ans, on se rend compte qu'on peut imaginer déjà le nombre d'accidents qu'on peut enregistrer. Il y a la pauvreté chronique, la question de l'eau potable et également la faible couverture d'assurance. Donc, ce sont des variables ou des déterminants sociaux de la santé qui se rattachent directement à la question de santé publique. Pour conclure, la stabilité politique et la démocratie sont des conditions qui facilitent l'institutionnalisation et la pérennisation des programmes de santé publique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous inviterai à rester en avant pour la période de questions. D'accord, ok, merci. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour nos deux présentateurs? Ma question est pour M. Adam Gesso. Sur ce que vous venez de dire par rapport à la démocratie versus la pérennisation des services de santé publique, je me demande si vous avez regardé un peu la littérature à ce sujet-là, parce que là, rapidement, j'ai pensé à la Russie ou à d'autres pays pas nécessairement démocratiques, mais qui ont quand même accès à des services. Fait que je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à la littérature qui lie les deux, santé publique et démocratie. Oui, j'ai regardé un peu la littérature et ce que vous dites est vrai. Il faut faire la nuance dans la mesure où on peut avoir, par exemple, des pays autoritaires, mais qui ont quand même un système de santé intéressant, dans la mesure où les dirigeants sont suffisamment patriotiques pour s'intéresser aux meilleures conditions de vie, de santé des populations. De l'autre côté, on peut avoir également des pays dont le système est autoritaire et que les dirigeants ne sont pas suffisamment patriotiques. La seule préoccupation, c'est de penser à comment sécuriser le pouvoir, comment pérenniser le pouvoir. Donc, toutes les ressources sont mobilisées dans l'optique de la sécurisation du pouvoir. Donc, c'est ce que je peux donner comme réponse. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui. Merci pour vos présentations très intéressantes. Ma question s'adresse à monsieur qui a parlé, je m'excuse, j'ai pas retenu votre nom, non pas Jean-Pierre, le voisin. Aussi simple. Sur le Togo. C'est très intéressant sur la question évidemment des déterminants historiques et structurels de la santé publique. Je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose, vous ne devez pas spécialement répondre, je suppose que la réponse serait très longue. Je ne sais pas si vous êtes en rédaction de thèse, de doctorat ou de maîtrise. Postdoc. De postdoc. Ça, je n'avais pas compris non plus. Mais c'est la question de l'histoire coloniale. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire togolaise? Vous avez parlé de la France et de ses rapports avec la France. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire coloniale togolaise qui serait différente des pays voisins? Est-ce que c'est une histoire coloniale qui aurait été encore plus violente que les autres et qui pourrait expliquer que l'autoritarisme présent depuis la décolonisation des années 60, je ne connais pas la date exactement de les années 60 de l'indépendance du Togo, qui pourrait expliquer que finalement cette violence-là ait été reconduite finalement
dans les années. Puisque j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, sur France 24, je pense que c'était dans la page Afrique de France 24, quelqu'un de l'opposition qui disait que le Togo n'a jamais connu de démocratisation, de démocratie depuis la dite indépendance. Donc c'est ce lien-là de l'histoire coloniale qui serait peut-être intéressant. Et puis alors l'autre chose, c'est effectivement, pour continuer la question des indicateurs et du lien entre indicateurs de santé et indicateurs de démocratie, ce serait de voir est-ce que les indicateurs de santé ou socio-sanitaires sont différents ou plus mauvais au Togo qu'en comparaison avec les voisins de la région. Ok, merci beaucoup pour la question. Je commence par le premier volet. Oui, effectivement, dans l'histoire, on peut aller puiser, par exemple, certains faits historiques qui justifient. Et là, moi, je classe ces faits dans la variante sociologique que je n'ai pas présentée ici. J'ai plutôt présenté la variante historique qui se rattache plus précisément à la dimension institutionnelle de la non-alternance politique. Maintenant, si je vais au niveau de la variante sociologique, il faut dire que d'abord, le premier président, Sylvanus Olympio, est du Sud. Donc, c'est lui qui a précipité l'indépendance du Togo. Par contre, les acteurs politiques du nord du Togo, eux, ils étaient plus dans la logique du progressisme, c'est-à-dire qu'on va avoir l'indépendance, mais de façon progressive, au lieu de précipiter. Donc, ça fait que la France a trouvé chez les acteurs nordistes la possibilité de collaboration pour perpétuer un peu son administration coloniale, contrairement aux acteurs sudistes qui sont plus dans l'optique de l'immédiateté. Donc à partir de là, bon, il faut collaborer ou bien il faut avoir le partenariat avec un acteur moins agressif plutôt que celui qui est plus agressif. Donc on peut trouver ce fait pour expliquer le pourquoi la dimension historique peut intervenir pour justifier. Maintenant, de l'autre côté, il faut juste poser la question de la démocratie de façon générale. La littérature est très divisée sur cette question parce qu'il y a des auteurs qui pensent que la démocratie est une garantie au développement. Il y en a d'autres qui disent non. Donc, la démocratie est une garantie au développement, explique le fait que le système de santé et son développement ou son optimisation peut être rattaché à cette littérature qui estime que la démocratie égale à développement. Puisque si on parle de développement, on va prendre par exemple tous les aspects, le développement social, le développement économique, le développement sanitaire. Is it café de la région? Oui. Café de santé, est-ce qu'il y a des sous-secteurs? Oui, je pense que c'est une question intéressante et qui mérite quand même une autre étude. Ce serait intéressant quand même de vérifier si effectivement ceux qui ont eu l'opportunité ou la chance de connaître 2-3 fois l'alternance, est-ce que leur système sanitaire est plus intéressant, plus protecteur que celui du Togo. Mais bon, je vais plutôt garder un peu de silence sur ça. Sinon, ce serait vraiment intéressant de voir le Bénin à côté, le Ghana, qui sont quand même des pays relativement exemplaires en matière d'alternance politique, pour voir à quoi ressemble leur système sanitaire comparé à celui du Togo. Tu vas prendre ça en nom. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vois beaucoup d'engouement dans la salle. J'ai par contre une question en ligne que je vais poser pour M. Pierre. Donc, tout d'abord, la personne vous remercie pour la présentation. Vous demande également, dans l'échantillon de l'étude, comment pouvons-nous expliquer les étudiants qui sont sans assurance médicale? Ont-ils un autre statut migratoire? OK. On a parlé d'étudiants sans assurance médicale parce que n'oublions pas que l'assurance médicale pour l'étudiant, ça lui couvre pendant qu'il fait ses études en général. Donc, une fois l'étude terminée, en attendant, l'étudiant peut entamer des processus pour sa résidence permanente. Entre-temps, il n'a plus d'assurance, sauf si l'étudiant va prendre une assurance privée. Donc, il peut tomber dans une catégorie de sans assurance médicale malgré qu'il ait un statut légal autorisé. Merci beaucoup pour votre réponse. Je passe à la salle. Merci. Excellente présentation pour vous deux. J'aurais une première question pour le premier présentateur qui rebondit sur cette question en ligne.
Justement, les étudiants sont souvent accompagnés de familles avec un permis de travail généralement et eux n'ont pas accès à l'assurance qui est offerte par exemple par les universités. Justement. Donc, j'ai un cas particulier parce que quand vous avez parlé qu'il y a certains pays qui sont comme référencés dans le régime de la RAMQ et certains qui ne le sont pas. Et je connais personnellement des étudiants dont les accompagnateurs n'ont pas accès à la RAMQ, donc sont obligés de faire une assurance privée qui n'est pas souvent la meilleure dans leur cas, qui est comme une assurance tourisme. Donc, est-ce qu'il y a comme des conditions pour que le pays soit éligible ou est-ce que c'est basé comme sur des risques potentiels sur le fardeau de santé une fois arrivé ici? Et juste une deuxième question pour la suite pour le deuxième présentateur. Je rêverais de faire une étude pareille sur mon propre pays. Donc, mes questions, c'est quels ont été les défis lors des entretiens avec les décideurs politiques et l'opposition et comment avoir ces informations-là et de continuer à parler de ce sujet-là. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de savoir. Merci beaucoup. Okay. Oui, il y a certains accords entre le Québec et certains États en Europe, comme la France, la Belgique. Donc, eux, ce sont des étudiants ou bien des travailleurs étrangers, mais qui ont accès par des accords politiques à la RAMQ, contrairement à d'autres pays. Donc, on peut juste ajouter qu'il y a seulement 9 pays sur les accords avec la Engagement for C'est pas de micro, les gars dans le monde. Est-ce que c'est le... 1, 2, oui. Donc, je vais juste ajouter que Jean-Pierre a cité 2 des pays. Il y en a uniquement 9 de ces pays qui ont des accords avec la RAMQ. Et ces pays sont tous européens. C'est-à-dire que la majeure partie des pays dans le monde n'ont pas d'accord avec la RAMQ. Et qu'il y a aussi toute la question, le fait de perdre son assurance, ça peut aller parallèlement au fait de perdre son visa étudiant, de ne plus être étudiant, pour des soucis socio-économiques. Et donc, ça s'emballe et alors on perd, on ne sait plus payer son assurance privée, etc. Et puis alors on devient effectivement sans statut autorisé et sans assurance médicale. OK. Bon, je suis en train de revivre, tout mon passage. Bon, j'ai fait 6 mois de terrain et il faut dire que c'est un terrain compliqué. Je pense que s'il faut qualifier ce terrain, bon, il fait partie de ce que la littérature qualifie de terrain difficile. Difficile au sens où, d'abord, par exemple, j'ai eu un entretien avec un conseiller du président. Et avant qu'on ne commence l'entrevue, la première question qu'il m'a posée est de savoir si je vais retourner ou ça va être, je vais rester ici définitivement. Donc ça a été la première question. La deuxième question est de savoir est-ce que ce sont les opposants du Togo qui sont ici, qui m'ont envoyé, ou c'est purement dans le cadre de mes études. Bon, je lui ai rassuré que, bon, en tout cas, que je suis là pour mes études et je ne suis pas un acteur politique. S'il veut, je vais lui envoyer ma thèse et puis il va lire et puis lui-même, il va apprécier. Ça a été le premier défi, c'est-à-dire l'intimidation. C'est-à-dire, on te fait comprendre clairement que si tu parles mal de nous, en tout cas, reste là où tu es et ne tente pas de revenir. Et le deuxième défi, c'est beaucoup plus au niveau des militaires. Parce que, comme je l'ai présenté tantôt, l'armée fait partie quand même, en tout cas, occupe une partie importante à cause de son interférence régulière dans l'arène politique togolaise. Donc, quand j'ai adressé la lettre, à l'époque, c'est la ministre, c'est une femme qui est la ministre des Armées. Ça m'a pris 2 mois avant d'avoir la réponse. Et puis quand elle a autorisé l'enquête, elle a transféré la lettre à l'état-major. Et quand j'étais parti à l'état-major, ils m'ont convoqué d'abord pour 2 heures d'interrogatoire. 2 heures pour savoir d'où je viens, qui m'a envoyé, c'est pour quelle fin. 2 heures. Et après, bien que la ministre a autorisé, eux, ils ont bloqué
les informations de leur côté. Mais le chef de l'état-major m'a délivré également une lettre pour autoriser, puisque la ministre a déjà autorisé au niveau central. Mais comme l'information a été bloquée, donc moi j'ai dû prendre par exemple l'autorisation du chef de l'état-major pour passer de service en service. Et ce qui a facilité d'une certaine manière la recherche au niveau de l'armée, c'est-à-dire au niveau des militaires, c'est qu'il y en a certains qui ont envie d'envoyer leurs enfants au Canada pour étudier. Donc, ils pensent que, bon, s'ils sont gentils avec moi, ils vont. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une contrepartie. Donc, il y a une contrepartie. Donc, j'ai dû passer par des services pour recueillir les informations. Et après, au moment où le chef de l'état-major a su que, malgré ses efforts pour bloquer les études que j'ai pu réaliser, ils m'ont contacté ici. Ils m'ont écrit pour me demander quand je vais encore revenir au pays. Et puis je leur ai dit, pour le moment, je ne sais pas. Mais s'ils m'attendent, donc le moment où je serai prêt pour revenir, je prendrai attache avec eux et puis on va discuter des mesures de sécurité ou si je ne dois plus revenir. Donc c'est pour dire que le terrain est suffisamment risqué et il faut prendre le courage pour mener ce genre de recherche au Togo qui est d'une certaine manière considéré comme un pays singulier ou particulier. Mais bon. Merci. Je vous encourage si vous voulez. J'ai les micros. Quand même. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse puis pour votre partage, pour votre expérience. C'est super enrichissant. Je passerai maintenant la parole pour une dernière question à quelqu'un dans la salle. Merci. Merci pour vos présentations. C'est juste une petite question pour M. Kossi. Il y a comme un vent, je suis là, donc il y a comme un vent qui est en train de siffler un peu sur ces pays-là actuellement, qui remettent en cause ces modèles qu'ils considèrent comme des modèles qui sont hérités d'un héritage de la colonisation, notamment dans les pays de l'AES. Et qu'ils soient bons ou mauvais, en tout cas, il y a un grand vent qui est en train de souffler dans cette partie-là. Et surtout qu'ils sont aussi en train de développer des preuves qui montrent qu'il y a des liens entre ces modèles-là depuis la colonisation et le développement socio-économique et tout ce qui s'ensuit n'est pas du tout très très bien démontré. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, je pense deux choses. Bon, je commence par la deuxième. Bon, je pense qu'on peut toujours hériter quelque chose, voilà, de l'extérieur et l'apprivoiser. L'apprivoiser, ça veut dire qu'on prend la démocratie, bien que voilà, la littérature est très mitigée là-dessus. Il y a d'autres qui pensent que la démocratie ne peut pas être un modèle politique qui pourrait contribuer au développement des pays africains. Il y a d'autres qui estiment également que si cette démocratie est suffisamment apprivoisée, en introduisant les réalités de chaque pays, ça pourrait contribuer au développement. Donc, pour dire que les réalités qu'on peut observer aujourd'hui au niveau des États sahéliens s'expliquent par le fait que l'idée du développement à travers la démocratie n'est pas possible. Mais moi, je pense qu'on peut prendre la démocratie et se poser les questions. Quelles sont nos réalités? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos visions? Et comment nos réalités, comment nos valeurs, comment nos cultures pourraient être considérées comme des variables ou bien des paramètres qui pourraient être sécurisés ou introduits dans cette démocratie pour en faire un modèle de développement. Je pense qu'on peut penser comme ça. Puisque le constat aussi qu'on peut observer, c'est que on dit que celui qui a le pouvoir cherche à en avoir encore davantage. Donc, ce qui veut dire que si on n'a pas cette démocratie qui pourrait réglementer le nombre de mandats et les obligations auxquelles chaque président doit faire face pour répondre aux besoins de sa population, on va toujours divaguer. Et puis, au final, le développement qu'on attend, on ne pourrait pas l'obtenir. Et la deuxième chose que je pense, c'est aussi le fait que
cette réalité aujourd'hui, elle est encourageante dans la mesure où c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle parce que on peut d'une certaine manière dire que l'aide que les États africains bénéficient, c'est une aide qui ne contribue pas au développement. Donc je pense que cette réalité sahélienne s'inscrit dans la logique de on va se défaire de cette aide. On va tracer, on va frayer notre propre chemin. Et frayer notre propre chemin veut dire qu'on se donne le courage, on se donne suffisamment de confiance pour dire qu'on peut y arriver sans les autres. Ça prend du temps, ça prend du courage, ça prend des valeurs. Parce que si on n'a pas les valeurs, ce sont les valeurs qui guident, par exemple, tout développement. Si on n'a pas effectivement des valeurs de transparence, des valeurs liées au patriotisme, cette réalité peut ne pas aboutir. Donc voilà les deux choses que je peux souligner en ce qui concerne les réalités qu'on peut observer au niveau du Mali, Burkina et au Niger. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges très pertinents pour le thème de ce matin. Alors, on passe maintenant aux présentations par affiche et on a 3 doctorantes qui vont nous faire ces présentations. Et on va commencer par celle de Geneviève Fortin, qui est donc doctorante en santé publique à l'ESPUM. Bonjour, mon nom est Geneviève Fortin, je suis candidate au doctorat en santé mondiale, membre étudiante du CRESP. Dans le cadre, c'est assez petit, là, vous allez avoir l'occasion de l'avoir dans le corridor en plus gros. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse aux structures de la société qui peuvent influencer différents enjeux de santé sexuelle et reproductive des ados dans un bidonville de Dhaka au Bangladesh. Dans les bidonvilles puis les milieux urbains pauvres, c'est des enjeux qui sont souvent perçus comme s'inscrivant dans des crises d'inégalité sociale et intra-urbaine. Puis l'un des problèmes avec cette vision, c'est que souvent les filles, particulièrement, vont être présentées comme des victimes de ces crises, avec peu de considération pour leur agentivité. Excusez ma voix qui tremble un petit peu. Comme j'utilise une approche participative et communautaire dans mes méthodes, je souhaitais mobiliser un cadre conceptuel qui était aussi adapté aux enjeux étudiés. Tout en évitant de dramatiser davantage les enjeux pour ne pas victimiser les ados. On a donc adapté le cadre des vulnérabilités structurelles de la santé qui était initialement développé par Ioa Chung et Matthew Hunt en y intégrant un concept important pour la santé sexuelle, l'agentivité. Donc, c'est un cadre qui permet de porter un regard nuancé sur les enjeux de santé sexuelle et reproductive en s'intéressant aux structures qui peuvent produire des vulnérabilités, plutôt que simplement aux déterminants sociaux ou aux facteurs individuels. C'est aussi un cadre qui permet de considérer l'agentivité des ados face aux inégalités et aux injustices au-delà du contexte de crise. Et ça se veut complémentaire à une approche participative qui valorise aussi l'agentivité dans les méthodes. Donc, le cadre, la version du cadre dans la version en haut ici, c'est comme le cadre de base, si on veut, avec les 4 catégories de structures sociétales qui nous intéressent, donc politique, économique, culturelle et sociale, qui peuvent produire des injustices et des inégalités et mener à des vulnérabilités dites structurelles. On remarque aussi l'agentivité qui entoure les structures. On voit vraiment pas bien, mais... et cette agentivité-là peut être favorisée ou brimée par les mêmes structures de la société et entrer en tension avec ces structures-là. La version du cadre du bas, c'est celle qui a été adaptée avec les ados du bidonville avec qui j'ai travaillé à Kalyanpur, à Dhaka. Les ados ont identifié des structures qui étaient spécifiques à leur monde social pour chaque catégorie et ont choisi d'ajouter des images pour pouvoir avoir un support visuel et bien comprendre les mécanismes d'influence. Donc, l'utilisation de ce cadre a soulevé 3 grandes réflexions. D'abord, les structures qui influencent les vulnérabilités et l'agentivité par rapport à la santé sexuelle et reproductive sont aussi influentes par rapport à leur participation dans les communautés et à la recherche. Ensuite, la flexibilité du cadre a permis d'y intégrer les perspectives des ados en informant chaque étape du projet de la collecte des données à l'analyse jusqu'à la dissémination des résultats.
Ça a permis aux ados de vraiment s'approprier autant le cadre que le projet. Et enfin, notre pratique réflexive a favorisé un processus itératif critique par rapport au cadre, mais les structures qu'on a identifiées ont aussi facilité notre réflexivité collective parce que ça nous a permis une meilleure compréhension du contexte. Voilà. Pour plus de détails sur mon projet, vous pouvez voir l'affiche qui est affichée dans un corridor imprimé. Puis, vous pouvez aussi consulter le site Internet du projet ou venir me parler aujourd'hui. Puis, l'exposition, c'est un projet photo-voix. L'exposition des résultats est affichée dans le corridor qui mène à l'Agora par les bureaux des profs. Merci. Bon, tu vois, je peux tout ça. Gabriel Gosselin, merci, doctorant en santé publique lui aussi à l'ESPE. Bonjour tout le monde, mon nom est Gabriel. Je suis étudiant de première année au doctorat en santé publique ici à l'ESPUM. Et dans le fond, la présentation va porter sur une partie de ma recherche dans le cadre de mon mémoire de maîtrise en sciences politiques déposé en janvier 2024. Donc, l'objectif général de la recherche, c'est d'analyser le rôle des gouvernements à Ottawa et à Québec dans le développement et l'évolution des politiques de santé, mais également de savoir quelle place occupe le concept de solidarité sociale et territoriale dans l'action des gouvernements québécois en santé et comment ce concept est lui aussi mobilisé à travers le temps dans les dynamiques fédérales par le gouvernement central. Donc, pour ce faire, j'ai procédé à une étude longitudinale et une analyse qualitative de l'évolution du système de santé québécois à partir des réformes d'entente intergouvernementale et de commissions parlementaires, principalement, dans la période de 1999 à 2015, ou plus précisément à partir de l'entente cadre sur l'Union sociale canadienne en 1999 jusqu'à la réforme du système de santé québécois de 2015. Donc, les résultats de la recherche sont que dans les commissions parlementaires, groupes de travail, autant au fédéral qu'au Québec, la viabilité du système de santé demeure une préoccupation constante de ces commissions. Les questions liées à l'organisation, au financement et à l'accessibilité et l'intégration des soins aussi. Et au niveau des réformes, on a eu 2 réformes structurelles qui vont configurer l'organisation du système de santé dans un contexte de modernisation de l'État, donc en 2003 et en 2015. Et il y a eu une centralisation du pouvoir décisionnel, un déclin de la participation des citoyennes et des citoyens au conseil d'administration et au comité des usagers au sein des établissements du réseau de la santé, et également aussi une ouverture pour des partenariats publics-privés. En ce qui concerne le rôle de l'État central à Ottawa, le fédéral va redéfinir son rôle avec une diminution progressive des transferts canadiens en santé, déjà amorcée dans les années 90. Le phénomène du déséquilibre fiscal s'exerce sur le dos des provinces, notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et le gouvernement canadien se positionne de manière à arbitrer les modalités d'application du pouvoir de dépenser en santé, sans toutefois pouvoir imposer les conditions de transfert aux provinces. Et on observe dans les relations intergouvernementales, dans ce domaine, un conflit de légitimité entre 2 conceptions du fédéralisme, mais aussi 2 conceptions de la solidarité. Une est indifférenciée dans le fédéralisme canadien, comme illustré dans le rapport de la commission Romano, ou une autre, québécoise, une solidarité sociale plus englobante qui est développée à travers le modèle québécois des politiques publiques depuis les années 60. Et finalement, on peut considérer que ces changements représentent une cassure avec une forte tradition participative de la population dans la prise de décision et des objectifs du système de santé et des services sociaux, et que le tournant néolibéral de la nouvelle gestion publique dans ce système de santé québécois représente une mise à mal de certains principes structurants de la santé publique hérités de la commission Castonguay-Neveu, dont la solidarité et l'accessibilité aux soins. Et en guise de conclusion, je poserai la question suivante. À l'avenir, sous quelle forme ou à travers quel véhicule politique la solidarité québécoise prendra forme pour défendre la viabilité de son système de santé? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Maintenant, Alexandra Otis, doctorante, elle aussi en santé publique ici à l'ESPE. Bonjour tout le monde, mon nom est Alexandra Otis et je suis candidate au doctorat en santé mondiale. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter mon cadre conceptuel que j'ai élaboré dans le cadre de ma thèse. C'est un cadre conceptuel qui explore les déterminants de la trajectoire migratoire des travailleurs migrants temporaires et comment ces trajectoires migratoires-là influencent la sécurité alimentaire et la santé de ces travailleurs. Donc, d'abord, il faut noter que la conceptualisation des déterminants des trajectoires migratoires et des effets pose de nombreux défis. En réalité, ces défis proviennent notamment du fait que les théories classiques sur la migration
vont aborder les dynamiques migratoires selon des catégories dichotomiques. Donc, par exemple, migration forcée ou volontaire ou migration temporaire ou permanente. Ces catégories-là sont peu efficaces pour refléter l'expérience complète du migrant, notamment son trajet migratoire, mais aussi l'effet cumulatif de migration répétée. Donc, dans le cas particulier des travailleurs migrants temporaires, nombreux sont ceux qui reviennent travailler au Canada année après année, parfois pendant plus que 25 ans. Et leurs trajectoires migratoires sont donc ni unidirectionnelles, ni complètement temporaires, et donc non linéaires. Donc, c'est là où on présente le cadre conceptuel ici. Le cadre comprend 4 niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est le contexte mondial qui est représenté par les encadrés en rouge. Ensuite de ça, on a aussi les facteurs macro, méso et micro qui se retrouvent autant dans le contexte de la société d'origine du migrant qui est dans l'encadré en vert ou le contexte de société d'accueil du migrant qui est représenté dans l'encadré en orange. Également, le cadre fait une place centrale là, aux trajectoires migratoires qui sont divisées en 4 phases et qui sont représentées par l'encadré en bleu. Et en positionnant de manière centrale ces trajectoires-là, ça nous permet de reconnaître la migration comme un continuum transnational de facteurs qui contribuent à la sécurité alimentaire et la santé des travailleurs migrants, mais aussi de reconnaître qu'il existe une combinaison différente de facteurs qui peuvent être différentes à toutes les phases des trajectoires migratoires. Donc, en bref, la valeur ajoutée de ce cadre conceptuel, c'est qu'il aborde tout autant les déterminants que les effets des trajectoires migratoires, qui comble plusieurs lacunes, qui s'intéressent aux liens entre santé et migration dans la littérature, qui peut s'adapter à diverses trajectoires, comme aux trajectoires circulaires des travailleurs migrants, mais qui pourrait aussi être adapté à plusieurs indicateurs de la santé au besoin. Donc, je vous remercie pour votre écoute, puis au plaisir d'en parler davantage avec vous. Merci Alexandra. Donc je pense que ça clôture ce panel ce matin sur les crises politiques, économiques et migratoires. Donc on a maintenant une pause café et on se retrouve dans 15 minutes à peu près.